Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 1er avril 2025. Alors le poisson, normalement, ce sera pour demain, avec les annonces de Donald Trump sur les taxes douanières. On verra si on a des taxes relativement élevées ou pas, et si elles vont perdurer, parce que de toute façon, il pourra pas tenir indéfiniment des taxes trop importantes sur les exportations, enfin des importations étrangères, parce que ce sera même pour lui à terme pas tenable. Donc on verra la teneur demain du potentiel désastre, et comment les marchés réagiront, et peut-être bien si on a peut-être des retours sur des taxes un peu moins importantes que prévu, des annonces de délais supplémentaires, ou des accords sur des taxes réciproques avec des baisses relativement importantes. Ou alors on aura le Trump qu'on connaît, qui nous annonce des taxes complètement surréalistes, et qui mettra peut-être en œuvre peut-être quelques jours, quelques semaines avant de trouver des accords. Donc c'est ça qu'on attend, que les marchés n'aiment pas trop. On sait ce qu'on veut en bourse, c'est de la visibilité, c'est savoir ce qu'on va avoir ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et pour le moment, c'est moyen. Alors, on a eu un petit rebond, on le voit aussi sur quelques valeurs américaines notamment. Il y a pas mal de verts. On a eu déjà hier, en fin de journée, une réaction, on peut le voir, notamment sur, sur le Nasdaq en minutes, par exemple. On l'avait vu aussi sur le dos, ça a bien rebondi, mais on va regarder notamment le Nasdaq en minutes, et notamment hier, donc lundi 31, on a ouvert en baisse, et puis on est remonté quand même en cours de journée, pour clôturer finalement, on le voit ici. Donc on ouvre en baisse de 1,3, on baisse jusqu'à 2,4 en journée, ce qui est relativement important, et puis finalement on vient combler le gap, et puis on clôture quasiment à l'équilibre la journée d'hier. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose, alors en moins fort, on baisse un tout petit peu. On a baissé de 1% en matinée, pour l'après-midi pour chez nous. Et là, on est à plus 0,7 sur le Nasdaq, le dos aussi qui est plutôt bien orienté. Donc, les marchés qui jouent peut-être aussi la détente, et la fin de la peur, et surtout la fin de l'incertitude, c'est ça, parce que quelles que soient les annonces qui vont être faites, on devrait être fixé. Donc, les investisseurs devraient revenir, devraient se replacer, et devraient jouer les secteurs qui les intéressent, qui semblent le plus favorable selon eux, mais surtout sur lequel on a de la visibilité et des perspectives. Et c'est ça, je pense, que le marché va jouer ces prochains jours. C'est à nouveau des flux qui reviennent sur les marchés, que ce soit américains ou autres, mais surtout pour savoir un peu comment les entreprises vont pouvoir continuer leur commerce prochainement. Donc un petit point avant de voir les actions et le CAC 40 et diverses actions, sur les chiffres aujourd'hui qui sont tombés, notamment les PMI, PMI manufacturier en Chine, en Europe et en France. Et en Chine, c'est revenu plutôt bien. On était à 50,8, on espérait 50,6, et on est à 51,2. Alors comme d'habitude, c'est pas exceptionnel, c'est pas génial, mais une fois de plus, ça va dans le bon sens, et c'est encore un peu meilleur que prévu. Donc la Chine, qui continue depuis le début de l'année, sa petite remontée. Là, on le voit sur le CSI 300, qui avait fait un gros boom, qui avait perdu pas mal, mais on est toujours bien orienté depuis le début de l'année. Sur le Dow Jones Shanghai, c'est plus marqué parce qu'on a quasiment rien rendu, et on est toujours en embuscade pour continuer la suite. Donc le marché chinois va bien. Au niveau de l'Europe, c'est toujours assez misérable. Sur le manufacturier, on le sait, on n'est pas terrible. 48 en France, 48 en Allemagne, et en Europe, on est à 48 aussi environ. Je vous passe les dixièmes. Alors un peu mieux, parce qu'on était sur les 45-46, mais on voit que c'est toujours relativement faible, et surtout aux États-Unis, parce que c'est les chiffres qui nous intéressent, parce que c'est le plus grand marché au monde. C'est revenu un peu moins bien. Alors on est au-dessus de 50, on est à 50,2, mais on était à 52,7. Donc confirmation
on le sait depuis le début de l'année, de la baisse de la croissance américaine et donc de la politique de Trump qui va déjà essayer de faire baisser l'inflation et puis après de relancer le marché, probablement juste avant les mi-termes pour gagner encore l'élection de mi-mandat et avoir une marge de manœuvre pour la deuxième partie de son mandat. C'est certainement sa stratégie d'être plébiscité avant les élections qui comptent, parce que là il vient d'être élu, donc il peut faire un peu ce qu'il veut, de toute façon il n'aura pas de contraintes électorales avant un moment. Et il va certainement jouer le rôle du sauveur pour les mid-terms. Donc on verra ça dans quelques mois maintenant. Un dernier chiffre sur les États-Unis, le rapport Jolt sur l'emploi, sur le nombre d'offres d'emploi, là aussi en baisse, on était à 7 millions, pardon, 7 milliards, ce serait beaucoup, 7 740 000 offres d'emploi précédemment, et on est, au lieu des 740, on est à 568. Et on espérait être à peu près dans les mêmes eaux, autour de 7,7. Donc à 7,5, on a la confirmation de la baisse de l'offre d'emploi qui confirme un peu cette baisse globale sur le marché américain. Mais qui n'explose pas non plus, c'est pas une capitulation non plus sur le marché américain. Voilà, on va regarder le CAC 40. On peut regarder le DAX, parce que l'Allemagne, qui est intéressante, on en a parlé avec le plan de relance sur l'armement, mais aussi sur toute l'industrie allemande. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'actions allemandes qui vont être intéressantes, et qui sont déjà intéressantes à acheter, même si elles ont déjà pour beaucoup augmenté. Elles ont une optique, à mon avis, à moyen-long terme intéressante. Et puis les valeurs françaises aussi, qui vendent beaucoup et qui ont des débouchés en Allemagne, devraient en profiter. Un petit point sur le DAX, qui a touché son plus haut début mars, là qui semble consolider gentiment. On le voit, on était allé super haut sur les indicateurs, et puis là on consolide plutôt faiblement. Éventuellement, petit retour sur les 20 000. Mais sur le DAX, on jouera plutôt des actions spécifiques en stock picking sur les valeurs qu'on avait vues, notamment valeurs de l'armement et valeurs de réindustrialisation sur le secteur géographique allemand. Donc ça, et tout ce qui est industrie, ça devrait être plutôt favorable, je pense. Après, vu la poussée qu'on a eue, c'est pas impossible qu'on ait une petite baisse sur le DAX et un rebond ces prochains mois. Mais là, je ferai plutôt du stock picking sur le DAX et pas trop jouer l'indice actuellement. Un petit point sur le CAC 40 qui continue sa conso. On voit le petit rebond. Alors, on attend, comme un peu tout le monde, les taxes de demain, du 2 avril. On a vu le pétrole qui revient plutôt bien, avec Total, avec le prix du Brent aussi qui augmente. Donc ça, c'est plutôt intéressant à la fois pour la demande et puis pour le pétrole, et donc le CAC 40 qui est fortement pondéré en énergie avec Total notamment et autres. Ça peut l'aider. Et on a aussi le luxe. Le luxe, on sait, c'est essentiellement la Chine. On a aussi les États-Unis. Alors les États-Unis un peu moins bien et un peu moins en termes de volume aussi. Mais la Chine qui semble repartir bien. C'est pour ça que je pense qu'avec les chiffres plutôt favorables qu'on devrait avoir sur la Chine prochainement, ça devrait relancer le luxe et ça devrait relancer le CAC. Potentiellement avril, mai, mais plutôt dans une optique court terme. Donc on va surveiller la fin de la baisse, mais je ne serais pas surpris d'avoir une poussée avant le mois de mai pour aller peut-être taper des plus hauts. Ça va dépendre évidemment des annonces chinoises et du rebond du luxe avec LVMH et Hermès notamment. Mais Total a déjà fait une partie du boulot. On a de la rotation sectorielle aussi. On a les bancaires qu'on bien monté. Donc il manque plus que les leaders. Et si les leaders se réveillent, on pourrait avoir un CAC un peu plus haut ces prochaines semaines. D'autant que niveau indicateur, on revient sur la ligne des zéros ici. Ça faisait un moment, on ne l'avait pas vu depuis ici. Décembre.
Donc on a fait notre grosse poussée, on est en train de faire notre consolidation. Sur les indicateurs, on y revient, donc on va attendre encore un petit peu, hein, on va attendre l'inversion de tendance, la baisse de volatilité, et puis certainement hein, le croisement de ligne avec le retour des histovaires, ou même pas, hein, ça peut se faire avant, une rentrée avant en anticipation pour un rebond, on le verra aussi sur les actions du luxe probablement. Et donc on va voir les grosses variations sur le CAC. On le voit, hein, pas mal de... quasiment tout est en vert. Aujourd'hui, Airbus. Airbus, on suit cette figure hein, qui est en train de se former. C'est un losange. Et généralement, quand on casse le losange, ça nous indique un peu la suite. Alors, comme quand on casse les résistances ou quand on casse les supports, c'est assez simple. Hein, on casse le losange à la hausse, on va vers une relance haussière, et puis on casse le losange à la baisse, on ira plutôt vers le bas. On va attendre qu'on ait un peu plus encore de chandelier, qu'on ait peut-être une baisse de volatilité, parce que là on voit qu'on a eu une grosse journée, mais finalement on revient dedans. Hein, donc ce qu'on peut espérer peut-être, c'est ça sur Airbus. C'est quelques jours où on va un peu vers les 170, un peu vers les 166, qu'on reste autour des 168 et qu'on ait une grosse poussée vers le haut ou une grosse poussée vers le bas qui va nous indiquer à court terme la suite. L'Oréal, moi je suis toujours dessus, c'est toujours une valeur auquel je crois beaucoup, là aussi, hein, plutôt luxe, plutôt aussi pas mal pondéré hein, sur le CAC 40. Et c'est relativement pas cher, hein, L'Oréal, maintenant. On a fait les premières étapes, hein, on est allé frôler la moyenne à 200, on devrait la toucher bientôt, on va la retourner, ça va mettre du temps, mais on est quand même relativement très bien orienté depuis le plus bas de la fin d'année dernière, notamment fin novembre. Ça met du temps, mais ça se construit, et ça se construit plutôt bien, hein, avec des rachats de plus en plus haut, avec des plus hauts aussi de plus en plus haut. C'est pas une tech, on n'a pas de reprise en V, mais on a quand même des étapes qui se font sur L'Oréal pour un retournement plutôt moyen-long terme. C'est pas encore acté, c'est pas validé, mais on est en train de mettre tout ce qu'il faut hein, sur L'Oréal. Donc plutôt toujours largement positif sur cette valeur. Schneider, on va la voir après. Eurofin. Toujours pas. Alors, il y a un moment où ça va devenir intéressant parce que faible valorisation, donc on redevient acheteur parce que l'action a tellement perdu que finalement ça valorise et ça a un prix qui redevient attractif parce que on valorise pas assez. Ça c'est possible, mais c'est possible uniquement si on a un changement de tendance en termes de chiffres, notamment de chiffre d'affaires et de résultats nets, c'est-à-dire qu'on commence à nouveau à gagner un peu plus d'argent, ce qui n'est pas forcément le cas, ou ce qui n'est pas flagrant encore sur Eurofin. On le voit, hein, c'est un graphe assez long terme, assez mauvais, mais on commence à arrêter de chuter. Les grosses baisses qu'on a connues ont été rachetées. Alors on n'a pas de signal haussier encore. C'est à surveiller, et surtout toujours le comblage de gap qui n'a pas été fait sur les 53,7. On s'en rapproche. Mais j'aimerais bien sur Eurofin, si on veut rentrer, vraiment des belles annonces avec des gros volumes, des changements massifs quand même, parce que pour rentrer là-dessus, il faut un détonateur important pour vraiment changer de paradigme et puis passer d'une action comme ça qui est en mort lente presque à une résurrection. Et Bureau Veritas, il n'y a pas grand chose à dire, à part que, si quand même, on avait parlé hein, de cette petite phase de congestion autour de la moyenne à 200, et puis la cassure vers le bas, donc plutôt négatif. On revient sur le support des 27,8. Tiendra pas, mais pour l'instant Bureau Veritas, on est dans une petite phase de dégradation hein, parce que est-ce qu'il y a un gap? Non, le gap il a été comblé, mais on fait quand même clairement hein, entre le 11 mars et le 12 mars, il y a un changement important qui s'est fait et on a dégradé la tendance. Et tant qu'on revient pas sur ces niveaux là,
on peut s'attendre éventuellement à d'autres mauvaises nouvelles et à un cours plutôt vers le bas. Donc attention sur Bureau Veritas. Sur les valeurs US, alors est-ce que j'en avais quelques-unes intéressantes? On les fera plutôt demain. J'avais quoi? Alors toujours Harmony Gold, hein, qui, qui bat un peu la plupart des mini-erreurs. C'est une des plus favorables. Encore un petit gap la semaine dernière, ou lundi. Non, c'était la semaine dernière, vendredi. On continue de progresser hein, sur l'or avec toujours l'or record, l'or sur des plus hauts. Et on voit que toutes les mini-erreurs sont pas toutes largement achetées. Donc, comme d'habitude, on privilégie celles qui ont des graphes les plus intéressants en long terme et qui ont des dynamiques court terme d'entrée intéressantes, comme on l'a vu ici avec la cassure des 12.2 par exemple. Il y en a une autre hein, au Canada qui peut être intéressante si vous voulez des minières, c'est Agnico Eagle Mines. Là aussi, le graphe il est assez beau. On a des retours constamment achetés, on a pas mal de volume et puis cette continuation haussière hein, sur Agnico. Et puis toujours penser à l'argent. Hein. L'argent, le métal aussi, c'était pas sans mauvais jeu de mots. Pan American Silver me semble intéressante aussi parce que l'argent est en train de monter. Et cette petite résistance qu'on avait ici, qui n'est pas énorme, à 25,7, hein, qui avait fait office de résistance justement ici, hein, fin février. On l'a cassé début mars, on est en train d'y revenir, de la travailler. La tendance, elle est bonne. Alors, le point d'achat idéal, hein, il était là début de l'année, début janvier, mais avec les récentes cassures qu'on a eues sur l'argent, je pense que des minières argent et surtout une minière comme ça, Pan American Silver, peut être intéressante. Maintenant, en court terme, on peut éventuellement attendre encore quelques jours, voir si on a une confirmation de la congestion qui se met en place, mais je pense qu'à moyen terme, on ira pas loin des 30, voire peut-être un peu mieux aussi sur l'argent, si l'argent commence à flamber et imite un peu le parcours de l'or. Et puis, alors, on a quelques valeurs abonnées. Alors, j'en ai rajouté une ou deux aussi. Il y avait deux, trois valeurs que je voulais avoir. American Express. Alors, moi, on regarde souvent Visa. C'est vrai qu'American Express, alors il y a Mastercard et American Express qui sont aussi importants. Il y a deux choses hein, sur les bancaires comme ça, les cartes bancaires. C'est d'une part le nombre de transactions. Plus il y a de transactions, plus ils gagnent d'argent, mais il y a aussi les services dernièrement. Hein. Ils ont bien compris que le nombre de transactions, ça suffisait pas. Et, pardon, je suis toujours un peu malade. Et, et il fallait changer, enfin, pas changer, mais améliorer un peu leur système et leur marge en proposant des services, en proposant aussi quelque part, c'est un peu de la vente de données qu'ils font, c'est-à-dire avec vos habitudes d'achat, ils sont capables de les vendre hein, à divers prestataires pour connaître un peu les habitudes d'achat, notamment hein, des possesseurs de cartes bleues, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Et ça a une valeur marchande, donc ça fait aussi partie hein, du potentiel de croissance de ces valeurs-là, c'est les données plus ou moins les données privées si on veut, mais les données des possesseurs de cartes qui vont vendre ensuite à d'autres entreprises. Donc ça marche aussi pas mal. Le problème, c'est, on le sait, hein, aux États-Unis, on a une baisse de la croissance, donc forcément une baisse des transactions en termes de volume, en termes de nombre, en termes de montant échangé aussi. On peut regarder Walmart. Il n'y a que un L à Walmart, mais toujours deux. Walmart,
Baisse de la croissance américaine, baisse de Walmart, Walmart qui descend, qui descend, qui descend, qui arrive sur le niveau clé, le gap des 84 qui avait été fait au mois de novembre, moyenne à 200. Et qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on le tient. On travaille ce support, on travaille au-dessus de la moyenne à 200, inversion de tendance, on casse l'oblique sur Walmart. La croissance américaine est ralentie, mais on l'a vu, ça capitule pas. Et finalement, les USA qu'on voulait peut-être enterrer un peu vite pourraient revenir. Alors, ça va dépendre forcément hein, de ce qu'on va annoncer demain. Mais c'est plutôt intéressant de voir sur Walmart que j'aime bien parce que ça représente bien hein, une part de la croissance et de l'économie américaine notamment. Cette réaction qu'on a depuis quelques jours et aujourd'hui sur les supermarchés américains. Pour revenir à American Express, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même graphique avec une grosse poussée. Le début de l'année moyen, donc on a une phase de correction. Et puis on retrouve un support ici autour des 254. Alors on a enfoncé un peu la moyenne à 200, mais on voit aussi qu'on vient la travailler finalement dans une temporalité un peu plus longue hein, que sur Walmart. Donc un travail ici, on va aller entre les 250 et les 300. Et alors ça va nous amener un peu loin, ça risque de nous amener à cet été, hein, juin, juillet, août, pour peut-être une sortie sur American Express. Maintenant, les niveaux, ils ont l'air quand même plutôt clairs, c'est-à-dire que si on tient les 254, ça ira, mais si on commence à les jouer, encore une fois, et à les casser vers le bas, ça voudra dire que l'économie américaine va pas très bien. À l'inverse, on revient ici vers les 280-300 et on augmente, on casse vers le haut. A priori, plutôt banco. Et Lili, intéressant parce que je vais mettre Novo Nordisk aussi. Novo Nordisk, hein, c'est plus, c'est quasiment un pure player parce qu'ils font quasiment que ça. Hein. Leur argent, il vient presque que des produits anti-obésité, hein, des sémaglutides. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc oui, ça baisse depuis quelques jours, hein, depuis quelques semaines. Gap baissier ici, gap baissier. Il y a eu du dividende. Hein. Il donne du dividende maintenant. Et ça fait que baisser. Moi j'étais négatif hein, depuis un moment, depuis la fin de l'année dernière notamment, même un peu avant. Pour diverses raisons qu'on peut rappeler, notamment la concurrence, notamment les effets secondaires, les baisses de prix des traitements qui étaient super importants, qu'ils ont été un peu obligés de baisser, et puis dernièrement des annonces de traitements de nouvelles générations hein, qui sont censés améliorer. Ils font de la recherche et développement, ils sortent des nouvelles molécules qui sont censées être mieux que les précédentes, et ben elles sont moyennes finalement. Parce qu'on a des baisses de poids relativement limitées par rapport à ce qui se faisait avant, et puis il y a surtout un gros concurrent qui est Eli Lilly, qui lui a des résultats un peu meilleurs. Donc, Novo Nordisk, pas terrible. Pas terrible ici, pas terrible au mois de mars, et puis on voit, on casse tout. Il y a aucun support qui tient sur Eli Lilly. Où est-ce qu'on pourrait aller? Bah, peut-être par là. Hein. 60, on y est déjà, 67, ou alors le véritable support des 60. Et ça reste baissier toujours. Donc sur Novo Nordisk, non. Par contre, sur Eli Lilly, qui en plus a une division, on l'a dit, hein, oncologie, donc traitement contre le cancer entre autres, et puis divers traitements. C'est plutôt toujours bien parce que on voit la belle progression aussi, mais la correction elle a été beaucoup moins forte sur Eli Lilly. On retrouve la moyenne à 200, on va chercher le support, échec sur moyenne à 200, on va chercher encore un support, et cette fois, on le tient à l'inverse d'un Novo Nordisk qui a fait un peu la même chose, mais qui a lâché par là, hein, fin d'année dernière, début d'année 2025. Et Lilly, ils sont repartis vers le haut. Retour sur moyenne à 200, cassure d'oblique, rebond technique qui frôle les plus hauts. On revient sur moyenne à 200, on casse à la baisse, on revient les tester, mais dans l'espace de 2 semaines.
Et ça, c'est un indicateur plutôt important. C'est-à-dire quand on revient tester les mêmes zones très fréquemment, ça veut dire qu'on va a des chances de la repasser, de la recasser et d'être plutôt favorable. On a ce phénomène de cassure d'oblique que moi j'appelle un faux départ, mais un faux départ ça amène souvent des vrais départs un petit peu après, donc on a le faux départ ici, la congestion et puis le vrai départ qui devrait arriver et la continuation de la dynamique haussière sur Eli Lilly. Donc si on veut jouer, je pense, les ventes de traitements anti-obésité et de sémaglutide, plutôt jouer Eli Lilly et la confirmation qu'on devrait avoir sur cette fin de congestion qui devrait pousser le titre au-delà des allez, 850, 880 en gros. Ce sera un signal pour acheter et qu'on devrait aller taper des plus hauts et taper les 1000 euros, les 1000 dollars sur Eli Lilly. Europlasma. Que dire? Europlasma. Je voulais voir quoi sur Europlasma? Je voulais voir ça, la dette. Beaucoup de dettes. Un peu de dette. Et surtout, on perd de l'argent. Résultat net en vert. Négatif en 2019, négatif en 2020, négatif en 2021, négatif en 2022, négatif en 2023. Alors il y a eu une petite réaction des capitaux propres, mais on est à nouveau négatif en 2023. Alors j'ai pas les chiffres de 2024. Généralement c'est pas une bonne chose quand on donne pas trop les chiffres en temps et en heure, mais alors on n'avait pas besoin de voir ça quand on voit le graphe qui est absolument ignoble. On va le revoir, mais ouais, c'est moche. Alors oui les titres. Alors je sais pas ce qu'ils nous ont mis. 200G. Alors je sais pas à quoi ça correspond. 80 000 millions. Évidemment, le titre, il valait pas ça. Là, on a l'équivalent quasiment de millions ou de milliards pour un titre. Non, parce que il y a eu une dilution. Donc, le prix a tellement été dilué, on a fait des augmentations de capital parce que le titre Europlasma, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent? Bah, au lieu de mettre la clé sous la porte, on fait une augmentation de capital. On dit aux investisseurs, on n'a pas trop d'argent. Mais on va vous donner des actions, vous nous donnez de l'argent. Pourquoi? Parce que ça va marcher ce qu'on va faire, c'est super bien, mais ça marche jamais. Et quelques mois après, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise n'a pas d'argent, elle refait la même chose, elle refait une augmentation de capital, on réinjecte des titres, donc il y a de plus en plus de titres en circulation, les actionnaires qui étaient à la base et qui sont restés se font encore diluer. L'entreprise elle survit comme ça, en céphalogramme plat, mais le corps est encore vivant. Et c'est une catastrophe, et on va le voir notamment avec les actions. Actions en circulation. Alors là, le chiffre... en 2020, oui, on a quelques... Alors, je suis pas certain du bon chiffre, s'il n'y a pas eu des ratios qui ont été changés, mais surtout pour voir la différence entre 2022 et 2023, on est sur du 120 000 et on est sur 1 milliard 987 millions 457 000. Donc une différence quand même assez colossale en termes d'émissions d'actions et de dilution. Le titre aujourd'hui il vaut 0,01 centime. Alors il y a toujours de la spéculation à faire au jour le jour, mais si vous gagnez, c'est un peu comme gagner au loto. Oui, gagner 50% en une journée, c'est pas toujours facile de rentrer et de sortir au bon moment, parce que le nombre d'actions que vous avez, souvent vous avez du mal à les vendre parce que le marché il est tenu par ceux qui ont les actions et ils vont pas les vendre. Ils vont pas les racheter, pardon. Si vous mettez un ordre de vente, vous l'avez depuis la veille et puis l'action monte, ça va pas être possible de sortir, par exemple. Parfois si, mais généralement là, je déconseille fortement de jouer de la spéculation sur ces valeurs-là qui valent même pas 1 euro et qui continuent de survivre en faisant des augmentations de capital. Alors j'ai pas vu
la polémique sur le... Il y a un commentaire d'un abonné qui m'avait dit ça. Mais quand je vois ce genre de graphe et surtout cette valorisation, parce que encore si on a des baisses et qu'on se maintient à des niveaux acceptables, ça peut des fois repartir, mais là non, c'est catastrophique. Mercado Libre, c'est dans l'exploitation des marchés en ligne, notamment. C'est plutôt pas mal. Alors on voit une belle oblique, notamment sur les plus bas, de plus en plus hauts, qui sont constamment rachetés. Ça c'est intéressant, hein. Ces zones-là qui sont achetées en permanence. Donc on peut espérer, hein, si on revient peut-être ici, alors c'est déjà fin de l'année 2025, on va zoomer un peu, mais on est sur un point éventuellement, hein, moyenne à 200, ça avait été racheté, même quand on la casse un peu, c'est racheté, donc plutôt favorable sur Mercado Libre. Maintenant je connais pas trop la valeur, ni elle était où? C'est pas elle qui est au Chili, en Uruguay. Et je connais pas, donc au niveau de la macro et de l'économie, il n'y a aucune donnée là-dessus. Mais au niveau technique, c'est plutôt favorable, et surtout ce niveau-là, hein, des 2020, qui avaient été un peu testés, un peu dépassés déjà, qui ont été à nouveau dépassés, donc c'est plutôt intéressant, je pense, techniquement, d'acheter, hein, le rebond et la continuation de la hausse sur Mercado Libre, mais je connais pas assez la valeur, hein, pour acheter ça les yeux fermés. Moderna, alors malheureusement, on revient assez bas sur Moderna. Il y a beaucoup de volume quand même dernièrement, sur des niveaux autour des 30-36. Moderna, évidemment, ils ont explosé avec le Covid. Ils ont développé plein de nouvelles thérapies. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu encore assez de ventes et de sorties de ces thérapies. Donc c'est un peu ça qu'on achète aujourd'hui sur Moderna, c'est les futures thérapies. En attendant, on a quoi sur Moderna? On a essentiellement, et j'en aurais peut-être besoin, des vaccins et des traitements sur les SRAS, hein, et les vaccins respiratoires, également sur les animaux, hein, comme la grippe aviaire, mais les vaccins Covid, et tout ce qui est un peu grippe, Covid, vaccin, etc. Pardon. Donc, alors ça marche moyennement. On a eu une baisse, hein, forcément, des vaccins dernièrement. Il y a aussi eu l'arrivée de Trump et de son équipe qui sont pas hyper favorables, pour certains, aux vaccins, même des anti-vax. C'est assez affligeant, mais bon, c'est comme ça. Des plans aussi de vaccination au niveau des animaux qui ont été un peu oubliés pour certaines régions, ce qui fait qu'on a eu des ventes assez décevantes sur Moderna. Donc on a un contexte un peu, ces derniers mois, assez négatif. Maintenant, ce qu'on peut continuer de voir et de jouer, bah, c'est la suite, c'est l'après. C'est déjà la continuation Covid qui rapporte toujours un peu d'argent, pas assez, mais qui permet à l'entreprise de continuer. Et la suite des sorties de ces thérapies, et notamment, hein, on le sait, des thérapies contre le cancer du poumon, contre le cancer de la peau, qui peuvent, à elles seules, refaire booster le titre. Aujourd'hui, le titre, il est vraiment, pour moi, presque sous-valorisé. On a un price to book qui est à 1,4. C'est-à-dire quand on est à 1, on valorise juste la valeur de l'entreprise. Ce qui arrive très rarement, parce que généralement, hein, on achète beaucoup plus. On achète une entreprise des fois à des niveaux, surtout les techs, qui ont de la visibilité, qui surperforment à 8, 10, 20, je sais pas. C'est des niveaux, il n'y a plus de limite. Le price to book, à 1, on a à peu près l'entreprise avec les machines, le stock et à peu près de quoi s'en sortir. Donc, en dessous de 1, c'est qu'il y a potentiellement des problèmes. Au-dessus, c'est qu'on a de la visibilité et qu'on l'achète de plus en plus cher, à 2, 3, 4 et quelques. Forcément, sur Moderna, il y a eu l'explosion Covid
Et elle a explosé à tous les niveaux, hein. Elle était, on le voit, à 16. Depuis, on redescend, mais là, on redescend sur des niveaux super bas, alors qu'elle a quand même engrangé pas mal de fonds, pas mal de connaissances et pas mal de thérapies qui sont dans les tuyaux et qui pourraient sortir. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui a joué. Deuxième chose aussi à voir, c'est la dette. Il n'y a pas de dette sur Moderna. Elle est très faible. Alors on le voit dernièrement, ils ont perdu de l'argent, mais on a une dette long terme, on le voit, largement bien gérée, et puis des capitaux propres, alors même s'ils ont un peu baissé, qui sont toujours importants, qui sont toujours beaucoup plus importants que même l'après-Covid, hein, presque comparable à l'année 2021. Donc, on a une capitalisation qui est toujours importante sur Moderna. Il n'y a pas trop de problèmes de trésorerie, pas trop de problèmes de dette. Et là aussi, c'est intéressant de voir les achats des initiés. Donc, c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit les dirigeants ou les employés, etc. En rouge, on a les ventes. Et en vert, on a les achats. Et là, dernièrement, début d'année, on a à nouveau des initiés qui rachètent les parts de Moderna de leur entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on arrive justement sur des niveaux de valorisation qui sont super bas, qui valorisent à peine le niveau de l'entreprise, et que potentiellement, on va avoir les nouvelles thérapies qui devraient repartir. Le nombre d'actions en circulation, depuis 2021, il fait que baisser. Alors on a eu une petite augmentation, mais on va dire une stagnation, hein, parce qu'on était à 431 millions en 2021, 416 millions, 382 millions, 384 millions. Donc il n'y a pas d'augmentation de capital, il n'y a pas d'émission de nouvelles obligations. Moderna, ils vont plutôt bien financièrement, et ils sont pas chers actuellement. Donc ça semble, pour moi, un moment plutôt intéressant de se placer sur Moderna, et je pense que je vais renforcer un peu, parce que moi j'ai toujours une ligne dessus largement moins value, hein, c'est ma pire ligne de 2024. Et je rachèterai potentiellement bientôt sur une petite réaction, je pense, du Moderna, parce que en dessous de 36, ça me semble vraiment sous-valorisé, et ça prend pas en compte, hein, toutes les futures thérapies à venir. Gérard Perrier, spécialisé dans la fabrication, l'installation et la maintenance d'équipements électriques, machines industrielles et sites de production, notamment dans l'automobile. Alors, le graphe, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas terrible, c'est même plus que moyen. On a ces petits échecs là, ces retours sur la moyenne à 200 à chaque fois qui se soldent par des échecs. Mais on a peut-être un support ici autour de 82. On le voit en mèche, là on le travaille. On vient de le lâcher là. Donc si on revient pas rapidement dessus, à court terme, c'est pas terrible. À court terme, si on revient dessus, on peut espérer ça. Une congestion ici et une sortie. Mais là, a priori, on est toujours dans une dégradation et il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Le point positif, c'est qu'on voit quand même pas mal de pics de volume par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Donc on peut espérer qu'on se rapproche de la fin de la baisse. Mais là aussi, je pense qu'on aura le temps de la voir venir, hein, et puis d'anticiper une réaction. Mais pour l'instant, c'est toujours baissier. Schneider Electric, petite réaction, hein, pour revenir au support. Le support des 215, alors ouais, je préférais le support des 235, mais malheureusement, on l'a lâché. Alors on reste quand même pas trop loin sur les 215, là aussi ça va être impacté par tout l'écosystème semi-conducteur, intelligence artificielle. Il y a Alibaba aussi qui va peut-être sortir quelque chose bientôt. Donc on suit Nvidia, on suit BE Semiconducteur, on suit Taiwan Semiconducteur. C'est ça qui va donner, Microsoft aussi, Alphabet, c'est ça qui va donner un nouvel élan à l'intelligence artificielle, au data center, et à Schneider Electric qui a une part de plus en plus importante dans les data centers, ce qui explique, hein, la baisse notamment avec DeepSeek. Pour moi, les fondamentaux sont hyper solides sur Schneider, c'est une valeur intéressante qui a des côtés, qui s'achète pour la reprise. Qu'est-ce qui pourrait continuer à nous faire perdre?
qu'il n'y ait pas de construction et de location de data center, qu'on fasse un peu machine arrière sur l'intelligence artificielle. Et vu le montant des investissements colossaux, hein, je crois que c'est plus de 60 ou 70 milliards sur Microsoft ou sur Alphabet ou sur Meta, je ne pense pas qu'on va réduire. Au contraire, on essaye d'être les leaders, on met le paquet parce que c'est maintenant que ça se joue. Et Schneider Electric, ils ont cette capacité de gestion et de baisse des tarifs énergétiques hein, sur les sites. Et on va avoir besoin d'eux, donc toujours acheteur. La dynamique court terme, elle est baissière, elle est négative. Techniquement, c'est baissier. On attend une réaction du marché, mais le contexte devrait être favorable. Essayez de tenir les 115 quand même. Alors le dernier bastion, il est ici sur les 200. Ce serait surprenant, mais pourquoi pas. Pas forcément se surexposer, parce que quand on est comme ça en baisse, moi je suis déjà, hein, alors je suis sur les 248, mais éventuellement un renforcement sur un début de réaction. Mais le début de réaction, on l'aura certainement pas avant la cassure de la moyenne à 20. Et surtout, le vrai juge de paix, il est ici, hein, sur les 235. Quand on revient sur les 235 à la hausse, ce sera quasiment gagné. Sociedad Química, Iminera, société chimique et minérale, c'est celle-là qui est au Chili. Les minières, plutôt bien, les minières, on en a parlé il y a quelques temps pour le retournement, avec un peu l'industrie qui revient, avec les matériaux aussi, et puis le prix hein, des minerais de plus en plus cher, donc certaines de ces sociétés qui devraient mécaniquement voir leur marge augmenter. Alors celle-là, je la suivais pas, mais c'est un abonné qui me l'avait donné il y a quelques mois déjà. Pas intéressante hein, il y a quelques mois, mais maintenant je pense que ça redevient intéressant. Pourquoi alors déjà on a fini hein, la baisse, on a eu ce... alors oui ça c'est pas vraiment le faux départ, parce qu'on en est venu à peine tester la moyenne à 200, on est reparti. Ça ressemble à un faux départ, par contre ça c'est intéressant, parce qu'on vient taper pas mal de fois la résistance ici à 51.7. Échec, échec, échec. On revient tester des supports. Et puis là, le support le plus bas, hein, il date de août 2024. Donc depuis août, on ne baisse plus, on fait que monter. On retrouve la moyenne à 200. On commence aussi à avoir ce phénomène de toutes les moyennes rassemblées et qui commence à s'inverser. Alors, la moyenne à 200, elle est toujours un peu baissière, mais on n'est pas loin. On a aussi des volumes un peu en augmentation dernièrement. On a la cassure hein, de la moyenne à 200, le pullback qui est en train de se faire sur la moyenne à 200. Et la dette, très importante en 2020, un peu moins en 2022. Et on le voit en 2024, on a des capitaux propres qui sont de plus en plus importants. Le point négatif, c'est quoi bah, c'est la belle flambée qu'on a eue, notamment sur les résultats nets. On le voit ici en bleu-vert, a eu tendance à baisser. Donc on peut se dire qu'on fait plus trop d'argent, ça va aller mal, mais en trimestriel, qu'est-ce qu'on voit mois de mars, donc premier trimestre 2024 catastrophique. On gagne de l'argent, mais on en perd beaucoup. Il y a eu certainement des investissements. Derrière, on continue de gagner de l'argent et on tire du bénéfice un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc on voit que cette année 2024, elle est négative. On perd un peu hein, en résultat net. Mais on a une dynamique qui s'est inversée depuis le premier trimestre. Donc deuxième, troisième, quatrième trimestre, on regagne de l'argent, on fait du bénéfice, on peut espérer une année 2025 peut-être intéressante, et on le voit hein, au niveau du graphe, on peut peut-être jouer un retournement long terme aussi sur cette valeur-là. Et enfin, Kraft Heinz, qu'est-ce qu'ils font Kraft variété de boissons et de produits alimentaires, surtout en Amérique du Nord. Alors, là aussi c'est assez long, hein, le rebond ici c'est 2022, là c'est 2023, là c'est 2024, donc on a des rebonds de plus en plus bas, on a un support 2021 racheté, là on le frôle en 2022, on le frôle aussi en 2023, 2024 on le touche, c'est racheté,
Donc, support autour, je sais pas, il n'est pas très bien placé. Hop, ouais, c'est pas grave. Support autour des 28, des plus hauts de plus en plus bas, mais dernièrement, gap baissier. Donc, tant qu'on n'a pas comblé le gap, on est plutôt dans une phase de continuation de la tendance, et puis il faut s'attendre à ce que ça dure un peu longtemps et que ça travaille ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est acheter quand on est relativement proche du support et mettre un stop pour se protéger si on vient à casser. Donc, on achète les 28 pour jouer le rebond et éventuellement la continuation de la tendance. Voilà, il n'y a que ça à faire, je pense, sur Craft. Ou éventuellement, si on n'a pas acheté le support et qu'on comble le gap ici à 33 et qu'on a des beaux signaux, notamment des rentrées, des volumes intéressantes, et qu'on commence à congestionner ici, on pourrait peut-être anticiper la sortie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À me donner votre avis aussi sur les vidéos, sur les valeurs qui vous intéressent, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, et les questions si vous en avez, que ce soit sur la bourse, le trading, en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!